Bonjour à tous et bienvenue à ce trait d'union qui s'intitule Hydrogène, pilier de la décarbonation industrielle. C'est un regard croisé entre la France, spécialement la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Québec, la francophonie canadienne. C'est un événement 100% gratuit et francophone. Et cet événement soutient le lien entre nos deux territoires sur différentes thématiques avec des acteurs de la recherche, du développement, de l'éducation, du secteur privé, du monde économique et de nos territoires. Et le but, c'est aussi de faire tout ce questionnement en réalité pour nous en tant que citoyens. Toutes nos thématiques sont proposées par nos partenaires. Si vous voulez devenir partenaire, allez voir le centrejacquescartier.com. Sinon, je vais reprendre un document en ligne de l'IFPEN, que j'ai travaillé il y a très longtemps, qui s'appelle « Tout savoir sur l'hydrogène », que je vous recommande, qui ont mis une petite citation qui a attiré mon œil. Donc, il y a environ 150 ans, Jules Verne, en 1874, dans son roman « L'île mystérieuse », a écrit que l'eau sera employée comme combustible, que l'hydrogène et l'oxygène seront source de chaleur et de lumière inépuisables. Je crois qu'on est rendu là, donc ça, c'est intéressant. J'ai le plaisir de vous présenter notre animatrice de ce trait d'union qui s'appelle Laetitia Curti. Merci. Bonjour. Qui est donc chargée de développement et de business et de projets décarbonation au pôle de compétitivité Accélera. Accélera est un pôle de compétitivité chimie-environnement de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est aussi un nouveau partenaire du Centre Jacques Cartier et ça nous fait vraiment plaisir de faire conjointement cet événement. Une deuxième partie de Trait d'Union aura lieu en début 2022 sur le déploiement de la chaîne de valeur, sur la formation et d'autres thématiques en recherche. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé à participer. Je tiens à remercier les intervenants. Un grand merci à mon équipe aussi et aussi un grand merci à vous, participants des deux côtés de l'Atlantique. Sur ce, je laisse la parole à Laetitia. Merci beaucoup, Nathalie. Ravie de co-présenter ce trait d'union. Donc, la thématique est effectivement hydrogène, pilier de la décarbonation industrielle. Et je vais vous présenter les intervenants. Donc, nous avons Simon Barnabé, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Anil Kaliampour, qui est business developer hydrogène Storengy France sur le projet notamment Hipster, stockage d'hydrogène en cavité saline. Nous avons aussi parmi nous Marie Lapointe, directrice exécutive d'Hydrogène Québec, Stéphane Pipon, conseiller exécutif d'H2X Écosystème. Et nous avons aussi Bruno Paulet, professeur à l'Université de Québec à Trois-Rivières, Caroline Prieur, chef de projet industrie à la Vallée de la Chimie, Stéphanie Simard, coordinatrice du réseau québécois sur l'énergie intelligente, et Svetlana Solo-Mikina, directrice générale projet Bécancour Trois-Rivières. Et donc, nous allons démarrer par un état des lieux de nos deux régions. Et on va commencer par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je ne sais pas si la présentation est diffusée, car je ne la vois pas, moi, sur mon écran. Du coup, Pauline, alors, je sais pas. On a un petit problème de diffusion de présentation, donc ça devrait ne pas tarder. Peut-être qu'on peut commencer par l'action du pôle et puis la présentation suivra. Tout à fait, ça marche. Alors, côté Accélera, pour ceux qui ne connaissent pas, on est un pôle de compétitivité dédié à la chimie et à l'environnement. On travaille sur plusieurs axes stratégiques que sont la valorisation des déchets, préservation des ressources naturelles, tout ce qui va être aussi matériaux renouvelables, l'usine éco-efficiente. Et on a aussi un volet décarbonation, dont l'hydrogène. Et c'est pour cela que du coup, Accélera est présent aujourd'hui. Donc, je vais commencer par une petite introduction sur la partie... Ah bah voilà, super, la présentation arrive à temps. Très bien. Alors, pour nos amis canadiens, on va faire juste un petit focus sur la stratégie française. Donc, l'objectif, c'est de décarboner l'industrie, développer les mobilités lourdes, en particulier pour les véhicules lourds, et à soutenir une filière de recherche d'excellence et développement des offres de formation. Donc, aujourd'hui,
l'État a investi 7,2 milliards d'euros et récemment, ils ont réinjecté 2 milliards d'euros dans le cadre du plan de relance. Donc, du coup, un gros budget pour justement décarboner l'industrie, entre autres, et le volet mobilité. Si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Et donc, la filière française réaffirme ses ambitions de 680 000 tonnes de consommation annuelle d'hydrogène renouvelable ou bas carbone à l'horizon 2030. Et pour la partie industrielle, ça représente 70%. Et l'objectif, c'est de substituer l'hydrogène issu de gaz naturel utilisé dans l'industrie du raffinage et aussi sur la partie chimie, ammoniac, industrie diffuse et alimenter de nouveaux usages via la décarbonation de l'industrie sidérurgique et de la chimie lourde, la relocalisation de la production du méthanol en France et la mise en place d'une filière de production de carburants de synthèse. Voilà. Sur la partie mobilité et le secteur de l'énergie, je développerai moins parce que ça, c'est des volets du coup qui ont tout aussi leur importance. Donc, nous allons rester sur la partie industrie, mais c'était juste pour vous donner un petit aperçu. Et donc là, nous allons passer à la slide suivante qui va évoquer un petit peu plus donc les priorités. Oui, pardon. Très bien. Tu peux revenir sur la partie d'après. Voilà, et donc c'est simplement pour mettre en avant qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons une très forte dynamique régionale sur la partie hydrogène, avec une feuille de route qui a été fixée par la région, avec pour objectif décarboner la mobilité, décarboner l'industrie, produire de l'hydrogène renouvelable à bas carbone, structurer la filière et créer des emplois. Et aujourd'hui, cette dynamique, elle est animée par différentes institutions qu'on est à la fois à la partie France Hydrogène. Donc, France Hydrogène est une association nationale qui a aussi des délégations régionales. Et cette délégation régionale est moteur, en fait, et elle est aussi épaulée par des pôles de compétitivité qui sont divers et variés en fonction des secteurs d'activité. On peut retrouver le pôle de compétitivité CARA qui est plus orienté sur la mobilité, Tenerdis sur l'énergie et autres clusters. Et on a aussi toute une partie institutionnelle qui est là pour nous épauler, notamment les CCI, l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. On a aussi Business France sur la partie internationale qui est là pour nous aider. Et à noter que du coup, dans l'objectif d'animer l'hydrogène en région, nous nous sommes mobilisés avec d'autres pôles de compétitivité pour définir une feuille de route régionale. Si tu peux passer au slide suivant, ce serait superbe. Et nous avons identifié 5 axes stratégiques qui permettent d'aider au déploiement de la filière. Et ces 5 axes stratégiques, du coup, visent à contribuer l'écosystème régional, développer des écosystèmes territoriaux et sectoriels, accompagner au développement économique de la filière, soutenir et accélérer l'innovation, développer tout l'aspect commercial à l'international aussi. Donc là, je ne suis pas rentrée dans les actions parce qu'il y en a de nombreuses, mais sachez que du coup, l'année prochaine, plusieurs actions seront mises en place, notamment pour permettre aux industriels d'échanger les uns avec les autres, à la fois aussi de permettre aux académiques et aux chercheurs de pouvoir échanger avec les industriels. Toute cette animation, du coup, a pour objectif de développer la filière hydrogène en région et voilà, de renforcer tout ça. Slide suivant. Donc, pour information, côté Accéléra, on a mené une petite enquête auprès des industriels de la région pour savoir quels étaient les verrous et les leviers pour déployer la filière hydrogène. Et je vous fais une petite synthèse des échanges que nous avons pu avoir. Donc, aujourd'hui, l'estimation de la part de la production hydrogène en région est estimée entre 50 000 et 60 000 tonnes par an. Donc, ça représente environ 6% de la production nationale. Et la particularité de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est que c'est ciblé sur des secteurs d'activité tels que la raffinerie, la chimie des polymères sous des chlores. Et aujourd'hui, on a entre 10 et 15 000 tonnes qui sont produites par électrolyse.
et quasi 100% de l'hydrogène est utilisé en tant que matière première. Cet hydrogène est utilisé principalement sur 2 zones industrielles qui sont concentrées en région lyonnaise et grenobloise, à savoir que l'hydrogène est aussi alimenté par pipe. Slide suivant. Donc, lors de nos échanges avec les industriels, tous ont consenti à s'accorder que voilà, les freins pour le déploiement de la filière étaient bien évidemment le prix, l'accessibilité à l'hydrogène, le déploiement du réseau, enfin la mise en place d'un réseau de distribution, la partie réglementation qui aujourd'hui n'est pas suffisamment cadrée, l'origine de l'hydrogène aussi. Beaucoup nous ont dit que en France, alors je ne sais pas comment ça se passe au Canada, mais en France, on a la possibilité d'acheter des certificats d'origine garantissant que l'hydrogène est vert. Les industriels nous ont tous dit que, eux, ils voulaient s'assurer d'avoir un hydrogène 100% vert. Voilà, le greenwashing ne les intéresse pas. Il y a aussi la partie financement. En France, je pense que vous devez souvent entendre parler du fait que la lourdeur administrative peut poser des problèmes. Et c'est vrai que l'accès au financement est entaché en fait par cette lourdeur administrative qui peut parfois être assez fastidieuse et constituer des dossiers de demande de financement, c'est assez lourd. Et on nous a quand même notifié que malgré qu'au sein de l'industrie, l'hydrogène reste quand même quelque chose de maîtrisé, entre guillemets, on constatait quand même une peur, notamment des administrations, quand ils doivent valider des dossiers d'autorisation, où quand même les autorités ont quand même une peur de l'hydrogène. Slide suivant. Et lorsqu'on les a questionnés sur les préconisations pour justement aider au déploiement de la filière, on a eu quelques retours intéressants, notamment sur la nécessité d'une mise en place d'aide financière à l'OPEX ou incentives pour atteindre un prix de production acceptable. Sur la partie décarbonation, on nous a suggéré aussi la mise en place d'un quota d'hydrogène vert, favoriser aussi l'accès en réfléchissant à une taxation sur l'électricité. Sur la partie réglementation, il était important pour les industriels d'avoir une visibilité marché sur du long terme et pas à moyen terme, parce que eux, leurs plans stratégiques se font sur plusieurs années. Ils ne peuvent pas investir que sur quelques années. Donc, c'est très important d'avoir une réglementation bien cadrée et qui donne des perspectives sur le long terme. Sur la partie guichet de financement, nécessité de simplifier et harmoniser les règles. Sur la partie sensibilisation, au-delà de la sensibilisation des autorités et instituts, il y a quand même un besoin de sensibiliser aussi le public. Et sur la partie réseau de distribution, il est important que les industriels se parlent pour construire un réseau de distribution pertinent et amoindrir les coûts aussi. Et donc, du constat en fait de tout ça est née justement cette feuille de route hydrogène dont je vous ai parlé au début, où nous avons identifié l'importance de créer des synergies entre les acteurs privés, mais aussi publics, pour qu'on puisse trouver ensemble des solutions pour l'émergence de cette filière. Voilà, pour la partie Auvergne-Rhône-Alpes. Et maintenant, je vais laisser la parole à Stéphanie Simard, qui est donc coordinatrice du réseau québécois sur l'énergie intelligente. S'il y a besoin n'hésitez pas à envoyer vos questions dans le chat qui nous seront ramenées. On essaiera de les positionner au bon moment et donc on a dans cet échange. Merci beaucoup. Merci Nathalie, merci Laëcia. Ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui le réseau québécois sur l'énergie intelligente. Nous sommes un réseau vous pouvez aller avec la prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous sommes un réseau de 10 universités et 6 centres de transfert technologique répartis sur l'ensemble du territoire de la province. Nous sommes vraiment une passerelle vers le milieu de la formation et de la recherche pour tout le secteur de l'énergie au Québec. Bien sûr, cela comprend l'hydrogène. En tout, nous sommes 75 chercheurs. Ça représente 700 étudiants au cycle supérieur, maîtrise, doctorat. Et ensemble, on lève environ 60 millions en financement de recherche par année.
Le directeur du réseau, professeur Loïc Boulon, ne pouvait pas être ici aujourd'hui, mais il m'a chargé de vous dire d'envoyer ses salutations. Alors, au niveau de la programmation scientifique, l'hydrogène, nous avons premièrement un axe fondamental de stockage et de conversion de l'énergie. On va avoir beaucoup de chercheurs du réseau qui s'intéressent qui travaillent à l'axe stockage et conversion. On va avoir des chercheurs, l'Institut de recherche sur l'hydrogène qui travaille sur l'électrolyse, on va avoir la catalyse, on va avoir les nanotechnologies, nanosystèmes qui entrent dans cet axe, les bioénergies aussi, les chercheurs qui travaillent sur les bioénergies. Et par-dessus cet axe fondamental, nos chercheurs plus appliqués, les ingénieurs, viennent complémenter avec des applications pour le secteur de l'hydrogène avec l'axe véhiculaire, alors tout ce qui bouge. Nous avons un pôle de renommée internationale sur les piles à combustible d'ailleurs. Et nous avons aussi un axe stationnaire, alors tout ce qui est numérisation du réseau pour intégrer le bouquet énergétique. Tout ce qui est application au niveau des bâtiments aussi. On travaille présentement avec l'Université Concordia d'inclure une boucle hydrogène sur une maison solaire. Alors, au niveau du réseau, oui, on est une passerelle vers le milieu de la recherche, alors un point de contact vers le milieu de la recherche québécois et la formation, mais aussi on a des actions concertées pour rehausser les laboratoires, fournir un environnement de recherche de laboratoire sans mur où les étudiants peuvent aller d'un établissement à l'autre afin d'utiliser les équipements disponibles sur place, afin de ne pas dupliquer les équipements et les infrastructures. Nous soutenons aussi des projets de recherche en hydrogène et bioénergie sur tout le territoire afin de développer les expertises, que ce soit dans les grands centres, Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Bécancour ou dans les régions éloignées, si on parle de Gaspé, les îles, Abitibi-Témiscamingue, cette île. Alors, on couvre vraiment tout le territoire. On est une passerelle, un point de contact vers les milieux de la recherche. On a 3 axes, un axe fondamental, stockage-conversion, les véhicules et l'axe stationnaire. À ce jour, on peut aller à la prochaine diapositive. À ce jour, il y a quelques collaborations existantes avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. À Sherbrooke, il y a le laboratoire de technologie, de nanotechnologie, de nanosystèmes. Ça va être beaucoup de l'intégration du solaire avec l'Université de Grenoble, entre autres. Il y a aussi tout ce qui est véhicule avec Lyon. Et on va aussi avoir de la conversion avec, entre autres, nos partenaires de l'École de technologie supérieure à Montréal. C'est la fin de ma présentation, Laïcia. J'espère que ça donne un portrait de l'ensemble du réseau, notre rôle, notre mandat, agir à titre de passerelle, de point de rencontre et aussi de mutualisation des infrastructures et des fonds de recherche, des projets de recherche pour l'hydrogène et les bioénergies, entre autres. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie. Je vais laisser du coup désormais la parole à Caroline Prieur de la Vallée de la Chimie. Et Caroline, je te laisse expliquer justement ce que fait la Vallée de la Chimie pour soutenir la filière hydrogène. Très bien, merci. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Caroline Prieur, du coup, je suis chef de projet industrie, donc je travaille à la mission Vallée de la Chimie, une mission qui a été créée en 2013 par la métropole de Lyon. Donc la métropole de Lyon, c'est une collectivité territoriale qui travaille sur 59 communes autour de Lyon et donc de son agglomération. Donc la métropole de Lyon est dotée de nombreuses compétences en termes de collectivité territoriale, donc notamment le développement économique. Et donc, dans le développement économique, eh bien, la métropole de Lyon, sous
une forte volonté politique à souhaiter créer un projet de territoire pour dynamiser la plateforme industrielle, le territoire industriel de la vallée de la Chimie. Donc la slide suivante vous présentera un petit peu où se situe cette vallée de la Chimie. Donc on est vraiment au sud de Lyon, on est sur un territoire d'une dizaine de kilomètres. Finalement un territoire historique voilà, qui est industrialisé, on va dire, fortement depuis les années 1960, avec notamment l'arrivée de la raffinerie. Et on est donc sur une plateforme industrielle qui a la particularité finalement à date aujourd'hui d'accueillir à la fois des sites industriels Seveso de la chimie, de la pétrochimie, mais aussi notamment des centres de recherche. Et puis voilà, on a la chance d'accueillir aussi des plateformes collaboratives comme Axel One ou encore le pôle de compétitivité Accélera. Donc le rôle de la mission Vallée de la Chimie, c'est clairement un rôle d'animation territoriale pour travailler donc avec les industriels du territoire sur différentes thématiques, dont finalement l'axe énergie, c'est-à-dire que on travaille à la fois sur l'attractivité économique du territoire, on travaille sur l'implantation industrielle d'entreprise, on travaille sur des enjeux de développement durable, sur les enjeux du lien entre l'industrie et les territoires habités. Donc voilà, il y a pas mal d'axes de travail sur lesquels on intervient. Et sur l'énergie, on travaille donc avec nos partenaires industriels principalement sur différentes thématiques, donc en lien avec le déploiement des énergies renouvelables sur ce territoire. Je pense notamment à l'énergie solaire. On a développé une société de projet sur le territoire pour développer des panneaux solaires sur différents sites industriels voilà, pour augmenter notre mix énergétique métropolitain sur le territoire de la métropole. Et puis est venu finalement en 2019 à peu près le sujet clairement de l'hydrogène. Donc je ne vais pas revenir sur les objectifs nationaux autour de l'hydrogène, mais on est clairement en tout cas sur une période qui est en pleine évolution, en pleine croissance, avec des objectifs très forts en termes de production d'hydrogène vert, d'hydrogène décarboné, en plein essor sur tout ce qui concerne aussi la mobilité hydrogène vert. Et c'est vrai que finalement, historiquement, donc la vallée de la chimie, comment dire, elle comprend déjà pas mal d'acteurs qui exerçaient déjà autour de la filière hydrogène, mais finalement autour de l'hydrogène gris. Donc tout l'enjeu finalement que la mission Vallée de la Chimie souhaite réalisé depuis, on va dire, 2 ans, c'est finalement d'animer un collectif, d'animer finalement les acteurs de la filière hydrogène en local pour justement basculer de l'hydrogène gris vers de l'hydrogène décarboné. Donc si je rentre dans le vif du sujet, donc là ici vous voyez un peu un panel, on avait listé en fait un petit peu un panel des acteurs qui interviennent de près ou de loin sur la filière hydrogène dans la vallée de la chimie. On peut comprendre en fait que sur le territoire de la vallée de la chimie, on a un acteur historique qui aujourd'hui s'appelle Domo Chemicals, mais qui est un ancien site détenu par Solvay. Donc là vous montrez la raffinerie Total. Le site de Domo est plus au nord. C'est le site en fait qui aujourd'hui consomme beaucoup d'hydrogène dans le cadre de sa production de polyamide de nylon pour le secteur notamment de l'automobile. Et finalement, tout l'enjeu est d'accompagner cet industriel dans le verdissement de son apport en hydrogène gris vers de l'hydrogène décarboné. Et puis en complément de cela, on a un autre usage industriel à venir, c'est Symbio. Donc Symbio, c'est une JV, une joint venture entre Michelin et Faurecia, donc qui va s'implanter dans la vallée de la chimie en 2023 et qui consommera aussi donc de l'hydrogène, puisque eux ont pour objectif de produire des piles à combustible hydrogène et ont besoin aussi d'hydrogène pour tester leurs piles à combustible pour justement cibler le secteur automobile. Ce qui signifie qu'on a finalement cet enjeu aujourd'hui par rapport à ces deux gros industriels consommateurs. Domo Chemicals, on est sur des consommations extrêmement importantes de plusieurs dizaines de mégawatts. C'est vraiment d'accompagner des porteurs de projets, producteurs d'hydrogène décarboné à s'implanter sur le territoire de la vallée de la chimie, ou en tout cas à proximité des usages industriels.
Alors, on a clairement aujourd'hui, la métropole de Lyon a clairement souhaité se positionner uniquement sur la filière hydrogène vert industriel, sachant qu'en fait, la métropole de Lyon, elle se situe dans le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est bien sûr le brique du territoire de la région qui, elle, se mobilise sur la filière hydrogène vert mobilité. Alors, la particularité finalement des industriels, c'est que eux, contrairement à la mobilité, leur technologie, elle existe déjà. Ils utilisent déjà de l'hydrogène gris pour leur process. Donc, on n'a pas cette problématique finalement d'évolution de technologie que l'on attend, notamment sur le volet de la mobilité. Par contre, on voit bien, et donc je partage les enjeux, les freins qui ont été énoncés tout à l'heure par Laetitia, des freins sur le prix, des freins sur l'accessibilité réseau, des freins sur la réglementation, des freins sur les financements. Clairement, il faudrait arriver à ce que les porteurs de projets puissent bénéficier de financements à la fois sur les CAPEX et les OPEX pour finalement être en capacité de concurrencer l'hydrogène gris qui aujourd'hui sort à 2 € du kilo. Il y a clairement aussi à l'échelle locale, mais là je veux vraiment parler pour le territoire de la vallée de la Chimie, un enjeu de renforcement du réseau électrique. Et c'est ce qui aujourd'hui fait qu'on est malheureusement contraint en termes de délai sur des temporalités assez longues, puisque finalement aujourd'hui il y a un gros sujet avec RTE sur le renforcement de ce réseau, mais qui prend au moins 6 ans. Ce qui signifie que quand vous avez des industriels qui ont besoin d'hydrogène décarboné dès 2023, enfin, qui le souhaitent, en tout cas qui souhaitent convertir leur process en utilisant l'hydrogène vert dès 2023, on se retrouve confronté à quelques freins qui ne sont pas forcément évidents à lever. Voilà, peut-être la slide suivante. Pour animer ce collectif, donc principalement d'industriels du territoire, donc producteurs, consommateurs d'hydrogène, on les a pas mal challengés, on a pas mal rencontrés, sollicités. On avait répondu en mars dernier à un appel à projet porté par l'ADEME sur les écosystèmes territoriaux hydrogène. Alors cet appel à projet écosystème territoriaux hydrogène pour l'ADEME, c'était de subventionner des projets d'électrolyseurs de maximum 20 mégawatts. Bien sûr, nous, on a déposé un dossier dans l'objectif finalement de faire une sorte de mini schéma directeur, c'est-à-dire d'identifier les usages et de pouvoir identifier à court, moyen, long terme quelles pourraient être les solutions de production d'énergie, d'hydrogène vert, qui pourraient répondre à ces usages existants ou futurs. Il faut savoir qu'on a aussi une raffinerie, un site de raffinage dans la vallée de la Chimie, qui a aussi joué le jeu de se poser la question de recourir peut-être à horizon 2030 à l'hydrogène décarboné, puisqu'aujourd'hui la raffinerie finalement produit et consomme son hydrogène, mais finalement dans des logiques de réduction d'impact carbone, dans des logiques de réglementation renforcée, notamment la réglementation RED 2, de pouvoir finalement justifier d'avoir recours à des énergies renouvelables pour produire des énergies côté de raffinerie. Donc on a associé ces différents partenaires. On n'avait pas forcément demandé de subventions en propre. Il faut savoir que la métropole ne porte pas à date de projet d'investissement en propre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elle est vraiment dans le rôle d'animation de collectif. La slide que vous voyez à l'écran, c'est une slide qui était vraie à date en mars. Depuis, il y a eu pas mal d'autres porteurs de projets qui se positionnent sur le territoire de la vallée de la Chimie. Il faut aussi comprendre que dans l'animation du collectif, on a beaucoup de porteurs de projets qui s'intéressent à la vallée de la Chimie. Donc on essaye en tout cas de les accompagner, de comprendre un petit peu, de coordonner un peu les acteurs et de voir quel pourrait être leur rôle par rapport aux usages industriels. Mais voilà, ce qu'il faut aussi comprendre par rapport au pouvoir public, c'est que finalement le rôle clé dans tout ça, c'est le rôle que joue l'industriel qui va utiliser cet hydrogène vert, parce que c'est lui qui dicte finalement le marché, c'est lui qui dicte le planning, c'est lui qui dicte sa consommation, son volume, qui dicte en gros son cahier des charges. Donc voilà, je sais plus s'il y avait une slide, oui, encore après. Aussi pour dire que donc nous on a ce rôle d'animation, on est aussi une collectivité territoriale qui forcément porte des politiques publiques, notamment sur ce qui concerne les démarches climat, air, énergie. Donc, on a un plan climat, air, énergie territorial. On a voté
schéma directeur des énergies il y a quelques années déjà. Donc, on est bien aussi dans cette logique, au-delà de l'animation territoriale, bien d'essayer de promouvoir et de développer donc cette filière à l'échelle locale pour les industriels. On voit bien clairement sur un territoire comme la vallée de la Chimie l'intérêt de mutualiser et de massifier. Finalement, les gros projets de production d'hydrogène décarboné par électrolyseur couvriront a priori les usages industriels, mais pourquoi pas aussi derrière les usages de mobilité, avec notamment des stations de ravitaillement, des stations de distribution dédiées à l'usage de la mobilité. Voilà ce que je peux dire, voilà ce que je rajouterais en termes de freins à la liste que vous avez présentée en introduction, Laetitia, sur les freins que les industriels nous ont fait remonter. Il y avait vraiment le frein, et ça a été partagé par Domo Chemicals aussi, de la desserte du réseau électrique, enfin, de la capacité du réseau électrique finalement à pouvoir bien faire fonctionner des électrolyseurs de 100 MW par exemple, ou 200 MW. C'est une contrainte et en termes de temps, c'est pas forcément facile. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Effectivement, c'est aussi un frein qu'on nous a remonté, que je n'ai pas cité, mais effectivement. Merci beaucoup. Du coup, on va laisser la parole à Marie Lapointe, directrice exécutive d'Hydrogène Québec, qui va nous apporter un regard du coup sur le Québec. Marie, je vous laisse la parole. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir invités à cet événement-là. Ce qui est très intéressant avec les présentations qu'on vient de voir, c'est que nous partageons beaucoup de freins ensemble, qui sont des freins structurels de l'industrie. Alors, je vais quand même à ce moment-là plus insister sur les atouts du Québec, si vous me le permettez ce matin. Je suis très contente d'être là. Hydrogène Québec, c'est une nouvelle association qui date de janvier 2020. Et ce sont des industriels qui ont dit, mais on parle pas d'hydrogène au Québec. Qu'est-ce qui se passe? C'est un mouvement qui s'en vient mondialement. Et on s'est affilié avec l'Association canadienne en novembre 2020. Alors, prochaine slide. On était 8. Il y avait 8 membres au début de l'année. Il y en avait 15 à la fin, au mois d'avril. Et depuis avril, on a pratiquement triplé le membership. Ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est que c'est une approche provinciale et ça attire des utilisateurs finaux qui peuvent utiliser, on veut aller chercher plus d'industriels encore, mais des producteurs, des concepteurs, des distributeurs, des firmes d'ingénierie et toutes les personnes qui sont dans la chaîne de valeur, aussi des utilisateurs du côté chimique et pétrochimique. Donc, c'est très, très intéressant de voir que des fournisseurs d'équipements également, des fournisseurs de services, des entreprises d'Europe qui sont venues s'installer au Canada et en plus des grands joueurs au niveau de l'Association canadienne qui sont là depuis longtemps, qui commencent à travailler avec nous, dont, entre autres, Michelin, qui est venu nous faire des présentations à Varennes et au gouvernement du Québec sur justement l'approche de Auvergne et Rhône-Alpes. Moi, pour avoir travaillé pendant des années dans cette région-là avec Pichenet, je connais toute la créativité du réseau de Grenoble et de Lyon. C'est ce qu'on essaye d'implanter ici avec nos zones d'innovation. C'est la même chose. Vous allez voir qu'on a quand même des affinités au niveau des grappes. Donc, c'est tout c'est très intéressant parce qu'on commence, c'est pas une approche territoriale, c'est plus une approche globale pour être capable de faire augmenter le niveau de connaissance et le niveau d'attrait. Prochaine. Étant donné que j'ai simplement 5 minutes, je ne veux pas prendre le temps des autres. Quelle est la grande force du Québec? Pourquoi le Québec? Vous le savez tous. C'est parce qu'on est à 94%, notre électricité est à 94% hydroélectrique. C'est le 6e plus grand réseau mondial hydroélectrique. Ça génère déjà le tiers de l'électricité en Amérique grâce à l'hydroélectricité et 50% de l'électricité au Canada. Donc, c'est une position, c'est un joyau. Et c'est ajouté à ça dans les 20 dernières années de l'éolien et du solaire, un petit peu de biomasse, ce qui fait qu'on est à 99% d'électricité de source énergie renouvelable, ce qui est la condition première pour être capable de faire de l'hydrogène bas carbone à partir de l'électrolyse de l'eau. Prochaine. Si on regarde le défi qu'il y a devant nous,
l'énergie est grise. Au Canada, il y a une des plus grandes productions au Canada d'hydrogène bleu est en Alberta. L'hydrogène bleu bas carbone d'origine fossile va être un élément de transition, mais à terme, on s'entend tous avec les conciles de l'hydrogène, l'IEA, que ça va être de l'hydrogène vert qui va être utilisé, ou de l'hydrogène peut-être turquoise. On va éliminer les couleurs. Mais ça veut dire qu'on parle de presque 1000 gigawatts de capacité à terme. Donc, le Québec, en Amérique, devient un joyau pour être capable de faire ça. Prochaine, oui. Si on regarde l'autre avantage ou l'autre atout du Québec, c'est qu'on dispose des prix donc d'électricité parce que on gère nous-mêmes notre hydroélectricité grâce à la création d'Hydro-Québec depuis 1968. Donc, on bénéficie des meilleurs prix en Amérique et parmi les meilleurs prix au monde. C'est l'autre avantage pour être capable de faire de l'hydrogène vert à grande échelle au Québec. Prochaine. Pourquoi décarboner notre économie? Comme vous le savez, il y a beaucoup d'industries au Québec. Donc, dans les émissions, d'après les résultats des émissions de CO2 équivalents, on a à peu près 80 millions de tonnes à décarboner d'ici 2050, avec un objectif de moins 29 millions de tonnes d'ici 2030. C'est quand même un objectif extrêmement ambitieux qui ne sera pas facile. Pourquoi? Bien, parce que, comme vous en avez déjà parlé, vous autres aussi, comme défi, près de 45% des émissions viennent du transport et 30% viennent de l'industrie. On a beaucoup d'industries au Québec. C'est une chance aussi. On a traditionnellement une industrie lourde, puis une industrie minière, une industrie pétrochimique, en raison justement des avantages énergétiques, mais aussi par la valeur de tous les matériaux qu'on a dans le Grand Nord avec le bouclier canadien, qui a des effleurements un peu comme en Afrique du Sud. Donc, c'est une industrie qui, par nature, utilise beaucoup de pétrole, beaucoup de diesel. C'est 10 milliards de litres de pétrole. C'est pour ça que la stratégie à date, la première mouture de stratégie québécoise, le Canada a mis 1,4 milliard d'énergie dans la stratégie canadienne qui est sortie en décembre 2020, mais le Québec a sorti 3 axes pour réfléchir sur comment utiliser l'hydrogène pour décarboner l'économie. À date, les 3 axes étaient la compétitivité de nos solutions par rapport aux autres, parce que on a déjà un système qui est très, très bien établi, puis beaucoup de potentiel d'électrification. Deuxièmement, encourager l'innovation et le savoir. Et troisièmement, faire la promotion du savoir-faire à l'international et faire des échanges de commercialisation. On a déjà commencé dans les échanges avec Airbus pour regarder l'avion de demain, comment on peut travailler ensemble, avec Alstom également, qui, comme vous le savez, a acheté Bombardier de transport et qui pourrait amener les nouveaux trains dont vous disposez avec des infrastructures existantes au Québec. Ça serait déjà un très, très gros avantage. Donc, si on regarde le potentiel, c'est un gros défi qu'on a devant nous. Le prochain. Si on regarde les atouts qu'on a, je ne sais pas si Svetlana et Simon Barnabé vont la ressortir, mais effectivement, on a un centre de savoir. Il y a une fondation depuis 40 ans à Vancouver sur l'hydrogène. Durant les Olympiques de 2010, il y a eu des autobus à hydrogène. Ça a créé un cluster de savoir dans le coin de Vancouver et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils font des systèmes de distribution d'hydrogène très robustes comme en Europe et des piles à hydrogène très, très performantes. Du côté du Québec, on a aussi les compagnies Cummins, on a des distributeurs, on a des producteurs, on a des entrepreneurs. On va regarder les atouts, mais aussi, on peut miser sur le centre de savoir qui est, depuis plus de 40 ans, Bécancour, et qui travaille avec la Polytechnique, avec l'ETS et avec Sherbrooke sur des solutions d'hydrogène et de bioénergie. Donc, la première mouture, ma dernière slide aujourd'hui, la mouture qu'on avait était en fait sur les 3 axes dont on vous a parlé, mais la stratégie sur le potentiel d'hydrogène était encore extrêmement modeste. C'est pour ça que le gouvernement a décidé de revenir, et la COP26 n'est pas étrangère à ça, de revenir et de retravailler notre feuille de route. À date, pour décarboner l'économie de ce qu'on vient de vous montrer, ça va prendre 20 à 30 000 mégawatts de plus d'ici 2050.
pour décarboner l'économie. Nous, on croit qu'il y a plus de 10 000 mégawatts d'ici 2030 qui pourraient être utilisés en hydrogène. Alors, quels sont les atouts du Québec? À part notre énergie, à part notre prix, il y a ces centres de savoir-là. Il y a, comme on vient de l'expliquer, l'énergie intelligente. On a tout un réseau de grappes, de systèmes de recherche, de RSRI, pardon pour les jargons, on pourra en parler un petit peu plus tard, qui permettent de travailler avec les secteurs, avec des grappes qui sont sectorielles jusqu'à présent, mais qui sont dans tous les domaines où l'hydrogène peut s'appliquer. Donc, on commence déjà à travailler avec tous ces gens-là. Une autre force qu'on a, c'est qu'on a un robuste réseau de fournisseurs spécialisés et de manufacturiers spécialisés, en plus d'avoir des firmes d'ingénierie qui sont de base canadienne internationale. Donc, on donne déjà des services de fourniture spécialisés dans les secteurs de l'énergie, de l'hydroélectricité, mais aussi des éoliens. Et on a beaucoup de firmes d'ingénierie qui donnent des services et des fournisseurs pour le Canada et le reste de l'Amérique. Donc, si vos entreprises veulent venir travailler avec nous, commencer à faire des analogies comme Michelin, c'est le temps. Notre rêve, c'est à droite de créer un réseau qui va être de 10 à 20 mégawatts avec plein d'entrepreneurs le long du fleuve, qui va miser comme quatrième axe sur l'acceptabilité sociale, sur la mobilité collective. Les premiers endroits où on veut décarboner, ça va être l'industrie. On a identifié jusqu'à présent 8000 mégawatts seulement en industrie. En plus du transport maritime, ferroviaire, transport léger, transport lourd, transport collectif. Et après ça, en plus de l'hydrogène pour les matières premières et de la chimie, du méthanol vert, de l'éthanol vert et de l'ammoniac. Voilà. Merci. Jusqu'à date, sincèrement, c'est super intéressant. Donc, Laetitia, je te laisse poursuivre et merci pour vos présentations. Ça nous donne un beau paysage sur ce qui se passe des deux côtés et l'activité industrielle, mais aussi la vision sociétale. Merci beaucoup. On va continuer avec quelques exemples d'envergure. Et donc, je vais laisser la parole à Svetlana, qui va nous parler du projet de zone d'innovation de Bécancour-Trois-Rivières. Bonjour tout le monde, ça me fait tellement plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Écoutez, Svetlana Solomikina, directrice générale du projet de zone d'innovation de Bécancour-Trois-Rivières. Slide suivant, s'il vous plaît. Je ne suis pas seule pour vous partager vraiment cette passion qui nous anime, plusieurs personnes qui travaillons autour de ce beau projet ambitieux au cœur du Québec, au centre du Québec. Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Mais avant de céder la parole à mes chers collègues, les professeurs, j'aimerais peut-être vous donner quelques éléments d'aperçu par rapport au parc de Bécancour avant d'aller plus loin avec le projet. Écoutez, c'est important de comprendre sur quelle fondation nous sommes en train de bâtir la future zone d'innovation. Je parle au futur parce qu'on est encore en mode projet, même si on est très, très avancé dans le cycle de cette analyse qui est menée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Donc, le parc de Bécancour existe depuis plus de 50 ans, donc il s'étend sur 7000 hectares. Je vous dirais que c'est le plus grand parc industriel-portuaire au Canada. Nous sommes une société d'État, alors on relève du ministère de l'Économie et de l'Innovation, donc notre ministre, c'est Pierre Fitzgibbon, et c'est donc le ministre de l'Économie qui a lancé il y a 2 ans le concept des projets de zone d'innovation pour stimuler la relance économique du Québec. Alors, le parc est occupé par des entreprises internationales de calibre international, comme je disais tout à l'heure, et de grande envergure, dont la plupart font partie du secteur de l'industrie lourde, principalement chimique, pétrochimique. Il faut aussi souligner la présence d'une composante stratégique portuaire au sein de cette société d'État. Donc, le port de Bécancour en eau profonde est ouvert en permanence à l'année. Presque 200 navires cette année sont venus accoster à Bécancour. Donc, ça, c'est quelque chose qui va jouer en notre faveur dans la mise en place de la zone d'innovation. La Société du parc s'est récemment vue confier, il y a 1 an, la gestion des 4 autres ports dans le Bas-Saint-Laurent, ce qui n'est pas banal. Donc, c'est Gros-Cacuna, Rimouski, Matane et Gaspé. Vous comprendrez qu'avec le port en eau profonde à Bécancour, ça nous fait une belle voie maritime dans cette chaîne de valeur
nucléaire, de l'hydrogène. Et vous savez, un petit clin d'œil par rapport au même acteur fondateur que celui de la vallée de la chimie de Lyon, Air Liquide. C'est vraiment la production d'hydrogène chapeautée par Air Liquide à Bécancour qui représente en soi une réalité depuis plus de 30 ans. Alors, c'est sûr qu'au Québec, on oublie souvent que cette réalité, ce n'est plus un mythe. Ça fait plus de 30 ans que Air Liquide fabrique de l'hydrogène à Bécancour. Et au moment où on se parle, Air Liquide a le plus grand électrolyseur au monde du type PEM, alors qui est en opération depuis un peu plus d'un an. Et je vous dirais aussi, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la vision de notre projet de zone. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, on commence à bâtir cette zone sur le territoire du parc de Bécancour, mais sachez que maintenant, on a une vision à portée régionale. Et tout à l'heure, vous m'avez entendu parler de la zone future Bécancour-Trois-Rivières parce que depuis 2 mois, on est en train de travailler ensemble avec nos collègues en face, donc de Trois-Rivières, qui ont des projets très, très stimulants et qui vont enrichir la mission ultime du projet de zone d'innovation. En fait, la mission en soi, c'est de décarboniser le secteur industriel-portuaire avec les réalités du parc, bien évidemment, et aussi les milieux urbains. Donc, tout à l'heure, vous avez mentionné plusieurs de ceux qui ont parlé avant moi, que nous aussi, on a cette ambition de mettre en place le hub de l'hydrogène vert. Nous avons aussi le secteur batterie qui représente une volonté gouvernementale qui sera intégrée dans le contexte de l'électrification des transports. Et finalement, la valorisation du CO2. Si nous sommes désignés comme zone, on aura une touche distinctive très, très importante qui va faire en sorte qu'on va être différent, qu'on va être ambitieux grâce à la construction d'un centre d'innovation technologique pour les technologies matures qui gravitent donc autour de l'hydrogène vert, parce que nous, on travaille surtout avec de l'hydrogène vert produit à partir de l'hydroélectricité. Et bien sûr, sur ce centre d'innovation technologique va se greffer le centre de formation pour les métiers entourant l'hydrogène. Et pour nous, ça, c'est très, très important au centre du Québec, sachant qu'il y a beaucoup de difficultés pour recruter la main-d'œuvre qualifiée pour ces métiers. Nous avons la préoccupation en tant que projet de zone pour bien accompagner des PME et des startups qui vont voir le jour, bien sûr, avec les technologies qui gravitent autour du CO2 et de l'hydrogène. Et comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, nos collègues de Lyon, le développement durable avec le milieu de vie et l'économie circulaire font partie aussi de notre mission, bien évidemment, parce qu'on ne veut pas, comme gouvernement, financer un parc technologique. On veut financer aussi un milieu de vie qui va faire en sorte qu'on va atteindre le maillage entre le milieu du savoir, le secteur privé, mais aussi, bien sûr, les instances socio-économiques. On peut tourner la page, s'il vous plaît, la slide. Je vais aller rapidement. Écoutez, nous avons déjà quelques exemples concrets avant même d'être désignés en tant que zone. Écoutez, au niveau de la chaîne de valeur de l'hydrogène vert, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, avec Air Liquide, nous avons plusieurs études qui gravitent autour de l'électrolyseur du type PEM de 20 MW. Et mon collègue Bruno va vous glisser quelques mots tout à l'heure par rapport à certaines de ces études. Le projet structurant à Trois-Rivières et à Bécancour qui vise à acquérir des véhicules à hydrogène, des équipements industriels à hydrogène et bien sûr une station de ravitaillement à hydrogène parce que je vous cacherai pas qu'avant d'aller plus loin au niveau de la chaîne de valeur, ça nous prend bien sûr des fabricants d'électrolyseurs, mais aussi ça prend un apron pour aller plus loin qui est donc le réseau de compression et de ravitaillement de l'hydrogène. La production et la distribution d'ammoniac vert dans le parc industriel et portuaire de Bécancour pour le transport de l'hydrogène en région éloignée et nous avons déjà un acteur fondateur, Nouveau Monde Graphite par exemple, qui souhaite expérimenter en tant que projet pilote un camion lourd alimenté à hydrogène. Donc nous aussi, on commence dans cette perspective que vous avez poussé déjà plus loin. Écoutez, peut-être un petit clin d'œil sur le fait que notre projet de zone, c'est un projet qui est inspiré par un de vos projets en France, chapeauté par GRT Gaz et le Commissariat à l'énergie atomique, le projet Jupiter 1000. Et donc nous,
on bénéficie de ces leçons apprises en quelque sorte au niveau de la gestion des risques, entre autres, pour ne pas repasser par les sentiers battus peut-être de nos collègues français. Donc ça, c'est très précieux pour nous. Et pousser plus loin ce concept Jupiter 1000, mais cette fois-ci sur le sol québécois dans nos conditions. Et vous savez, le dernier bébé d'il y a quelques jours, c'est la navette fluviale Trois-Rivières-Bécancour alimentée à l'hydrogène qu'on est en train de mettre en place en tant que projet concret. Pourquoi? Parce que 2/3 des employés du parc de Bécancour habitent à Trois-Rivières et donc traversent à tous les jours le pont La Violette. Et mon rêve, c'est d'avoir justement la mobilité durable un petit peu plus poussée au niveau de l'hydrogène. Donc ça, c'est quelques exemples concrets qu'on travaille déjà dans le contexte de notre projet de zone. Slide suivante, s'il vous plaît, et sans plus tarder, je vais céder la parole à mon collègue Simon Barnabé, avec qui on travaille depuis plus d'1 an. Mais juste avant, écoutez, ça vous donne une idée du périmètre de notre projet de zone qui couvre les 2 rives du Saint-Laurent. Alors, le fleuve Saint-Laurent, c'est vraiment un trait d'union entre les 2 rives pour faire de notre projet une zone d'innovation beaucoup plus crédible, plus compétitive, mais aussi plus alléchante aux yeux des investisseurs étrangers. Alors, vous êtes les bienvenus pour visiter ce beau coin entre Montréal et la ville de Québec. Et sincèrement, n'hésitez pas à me faire part si jamais ça vous intéresse de visiter la Société du Parc de Bécancour. La parole est à toi, cher Simon. Merci. Merci beaucoup, Svetlana. On peut changer de diapositive maintenant. On peut encore changer de diapositive. Je voulais parler rapidement du programme de zone d'innovation parce que oui, c'est pour créer des zones, c'est pour créer des genres de super grappes industrielles ou des pôles de compétitivité. Mais la particularité de ce programme est que chaque ville du Québec a été invitée à déposer un projet de zone d'innovation. Bref, les projets de zone sont portés par des villes, les positionnant ainsi au centre d'un écosystème de recherche et d'innovation. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Prochaine slide, s'il vous plaît. Tout récemment, 2 villes voisines du Québec, soit Bécancour sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent et Trois-Rivières sur la rive nord, ont combiné leurs forces pour mettre en œuvre une zone d'innovation sur la décarbonisation de l'industrie lourde et portuaire et de leur milieu urbain. Imaginez une vallée de la chimie comme à Lyon, mais plutôt que ce soit le Rhône, c'est le fleuve Saint-Laurent, et plutôt que ce soit une vallée de la chimie, c'est une voie maritime de l'hydrogène. En effet, on mise principalement sur la production, la distribution et l'utilisation d'hydrogène vert. On souhaite contribuer au développement de sa chaîne de valeur. On veut aussi faire la démonstration de technologies de capture, séquestration et de valorisation du CO2. On a quand même beaucoup d'usines lourdes présentes sur le site. Par exemple, on aimerait que chacune de ces usines lourdes accueille sur son site une entreprise, une start-up, un spin-off qui capturerait et valoriserait le CO2. Bien entendu, toute autre solution de décarbonisation sont les bienvenues. La gestion intelligente de l'énergie, l'électrification de la filière batterie, l'utilisation de la biomasse, etc. Bref, on prépare le terrain pour être un site idéal d'expérimentation et de démonstration de nouvelles technologies et pratiques, mais aussi, comme disait Svetlana, pour être un site de formation des métiers d'hydrogène. On pense que c'est très important. La zone n'est pas encore désignée officiellement, mais nous avons déjà une belle grappe industrielle et académique. On veut intégrer plusieurs technologies d'hydrogène dans notre zone et faire de Bécancour et de Trois-Rivières un hub de l'hydrogène vert. On vise particulièrement les activités portuaires où les technologies d'hydrogène connaissent souvent du succès à travers le monde. C'est d'ailleurs pour cette raison, comme disait Svetlana, qu'on s'est beaucoup inspiré du projet Jupiter 1000. Et on pense avoir une zone attrayante. On a réussi, entre autres, à attirer une sommité mondiale en production d'hydrogène vert, soit Bruno Paulette, qui est maintenant professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, membre d'un institut de recherche sur l'hydrogène. Le professeur Paulette est le porteur de notre vision sur l'hydrogène et je l'invite à en parler. Bruno? Merci Simon, tu es tellement gentil, de beaux mots, merci. Merci à tous de m'avoir invité. Next slide, s'il vous plaît. Voilà, donc je suis arrivé ici au mois d'août de cette année et donc je suis arrivé avec une vision pour cette région, pour le Québec, puis en particulier pour le projet de la zone d'innovation, c'est la production d'hydrogène vert, bien sûr, et tout ce qui est autour de cette production d'hydrogène, dont on est composé, bien sûr, à valeur ajoutée, donc le méthanol vert, l'éthanol vert, l'ammoniac, l'uréa, tout ce qui est autour de l'engrais, etc. Mais pour faire tout ça, vraiment pour introduire cet hydrogène vert dans ces différents secteurs industriels, il faut vraiment penser à produire des électrolyseurs en masse, c'est-à-dire vraiment penser aux gigafactories. Next slide. Voilà. Donc pour moi, c'est très important. Donc si on fait vraiment un petit calcul ce qui dans le monde,
Pour vraiment arriver à une carboneutralité d'ici 2050, il nous faut à peu près 3 000 à 4 000 gigawatts d'électrolyseurs. Et donc, on est très loin de cette figure là-dedans. Ce que mentionné tout à l'heure Marie, et puis bien sur justement, ce sont des cibles assez ambitieuses d'avoir déjà 1000 gigawatts en 2050. Donc, il faut vraiment, comme on dit en anglais, ramp up les activités, tout ce qui est manufacture, dans la production d'électrolyseurs. L'autre chose, c'est aussi ne pas oublier la production d'hydrotherme, si on parle de camions ou des systèmes stationnaires ou véhiculaires, on aura besoin bien sûr de cet hydrogène-là pour dans le transport, pour les bus, etc., etc. Donc, ne pas oublier que, je l'appelle, sont en fait en demande, dans la demande. Next slide. OK. Alors, il y a toujours cet éléphant, comme on dit, l'éléphant in the room. Donc, 2 fois 40 gigawatts, comme vous savez, par l'Union européenne, qui a vraiment... Bruno, je vous perds, moi. Je ne sais pas si je suis la seule. Je pense que ça bloque. Problème. Ouais. Je suis sûr que vous avez entendu le prix de... Bruno, on a un petit problème de réseau, je crois. De toute façon, il faut qu'on accélère parce qu'on a normalement une discussion à faire aussi derrière. Là, ça va mieux, là? Merci. OK. Bon, allez-y. OK. Allô? Vous m'entendez? Oui, Laetitia? Oui. Ouais. Oui, Nathalie disait effectivement, Bruno, je suis désolée, mais je pense qu'on va devoir malheureusement écourter. Si vous pouvez conclure pour qu'on puisse avoir les présentations qui suivent et puis avoir surtout le temps d'échanger en fait tous ensemble pour avoir ce regard croisé. Merci. C'est bon, je me finis. Merci. Merci beaucoup. Merci Bruno. Du coup, je vais laisser la parole à Neil Kalyanpour de Storengy pour nous présenter le projet Hipster, stockage d'hydrogène en cavité saline. Anil, je te laisse la parole. Merci Laetitia. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis Anil Kalyanpour, business developer hydrogène chez Storengy. Storengy, c'est une filiale du groupe Engie. C'est un des plus grands stockeurs de gaz naturel en Europe. On exploite des sites de stockage de gaz naturel en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. Et depuis 5 ans, on cherche à se diversifier, notamment dans les gaz renouvelables. Donc, on a des activités qui portent sur le biométhane, sur la production d'hydrogène vert et sur le stockage de cet hydrogène. Et en 2020, on a répondu à un appel à projet du FCSJU, qui est le Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking, pour développer un projet de production et de stockage en cavité saline d'hydrogène renouvelable. Donc, ce projet, il s'appelle Hipster, ça veut dire Hydrogen Pilot Storage for Large Ecosystem Replication. L'idée, c'est de pouvoir avoir une production d'hydrogène à partir d'électricité renouvelable avec un électrolyseur de puissance 1 MW et, dans un deuxième temps, connecter cet électrolyseur à une cavité saline qui pourra venir stocker des excédents de production d'hydrogène et ainsi permettre à des écosystèmes de bénéficier d'un approvisionnement en secours en cas de besoin, puisqu'on aura une capacité de soutirer des volumes très rapidement de notre cavité pour aller acheminer cet hydrogène vers les sites de consommation. Donc, on a un budget total de 13 millions d'euros et sur ce budget total, il y a 5 millions qui sont couverts par l'Europe pour démontrer, c'est une première mondiale, la capacité à cycler de façon fréquente l'hydrogène, c'est-à-dire qu'on injecte l'hydrogène lorsqu'on a des surplus d'hydrogène et on le soutire lorsqu'on a une demande de la part de nos clients qui excède notre capacité de production à un instant T. Laetitia, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, très rapidement, pour que vous voyez en quoi ça consiste, une cavité saline, c'est une cavité que nous créons, c'est-à-dire qu'il y a des zones géologiques où on trouve des couches de sel. Ce sont des couches de sel qui sont liées à la présence de la mer en cet endroit il y a plusieurs millions d'années. Donc, on va venir
injecter de l'eau pour créer une cavité dans cette couche de sel. On extrait la saumure qui est le mélange d'eau et de sel. Et ensuite, on a une cavité qui est à façon en fonction des caractéristiques dont on a besoin, c'est-à-dire en termes de vitesse de remplissage, vitesse de soutirage, volume de gaz que l'on souhaite stocker dans le sous-sol. Donc ici, on va avoir une très petite cavité que vous voyez à gauche qui est à 840 mètres de profondeur, qui est près de 100 fois plus petite que les cavités qu'on utilise pour le stockage de gaz naturel. Et donc, dans cette petite cavité, on va pouvoir, pour la première fois, tester des cyclages récurrents d'hydrogène et valider l'adaptation de nos équipements, l'étanchéité de la cavité à ce gaz qui est un peu nouveau pour nous par rapport à ce qu'on sait faire pour du gaz naturel, et aussi vérifier le comportement de la cavité et s'assurer qu'il n'y a pas d'interaction avec l'environnement et que les opérations sont totalement sûres. Slide suivante, s'il vous plaît. Et donc, on a choisi la région Auvergne-Rhône-Alpes parce que c'est une des régions ou la région la plus dynamique en France pour le développement de l'utilisation de l'hydrogène renouvelable. On a vu dans les slides précédentes qu'on a une activité industrielle très importante, notamment dans la vallée de la chimie, avec de fortes consommations d'hydrogène. Jusque-là, c'était principalement de l'hydrogène gris. Les acteurs industriels et les pouvoirs publics souhaitent décarboner l'utilisation de cet hydrogène. Et puis, on a aussi des projets de mobilité qui se développent de façon importante, avec notamment un projet qui s'appelle Zero Emission Valley, pour que des flottes de transporteurs à la fois publics, c'est-à-dire les bus ou les bennes à ordures, mais aussi des transporteurs privés, à la fois des utilitaires ou des poids lourds pour le transport de marchandises, que ces flottes de transport puissent basculer à l'hydrogène renouvelable. Donc nous, grâce à notre installation de production et de stockage, on va pouvoir produire l'hydrogène au meilleur moment en fonction de la disponibilité en électricité renouvelable, le stocker si on n'a pas de demande à cet instant précis, et plus tard, soutirer cet hydrogène et l'acheminer jusqu'au site de consommation. Donc là, on a une carte où on voit les points bleus qui sont des... Pardon, j'avais mis un minuteur. Les points bleus qui sont les stations de distribution déployées dans le cadre du projet Zero Emission Valley. En pointillé rouge, des lignes potentielles d'utilisation d'hydrogène sur des lignes ferroviaires non électrifiées. Et puis au nord aussi, en Bourgogne-Franche-Comté, d'autres stations hydrogène. Et donc, c'est un projet qui s'appuie à la fois sur la coopération avec les différents écosystèmes pour qu'on puisse desservir ces écosystèmes, et puis sur la partie R&D du projet, puisqu'on est vraiment sur aussi une première mondiale en termes de stockage d'hydrogène. On travaille avec 7 partenaires de 3 pays européens. Donc, on a des acteurs français, allemands et britanniques qui sont impliqués sur ce projet pour valider tous les aspects techniques de la science du sous-sol, les aspects de sécurité et puis toutes les études technico-économiques qui vont permettre de valider le business model de production et de stockage d'hydrogène en sous-sol. Voilà, j'en ai terminé de ma présentation et puis par la suite, on pourra revenir lors de la phase de questions-réponses sur les points qui nécessiteraient clarification. Merci beaucoup, Anil. On va enchaîner avec Stéphane Pipon de la société H2X Écosystème. Stéphane, du coup, je vous laisse la parole et nous présenter H2X. Merci beaucoup. Donc, Stéphane Pipon, je m'occupe de H2X Écosystème implanté ici à 1000 km de Montréal, à Rivière-Renard, qui est la capitale des pêches du Québec. Et on a imité Jacques Cartier de Saint-Malo. Donc, l'entreprise est fondée à Saint-Malo. Et il y a 487 ans, Jacques Cartier est arrivé ici à une demi-heure d'où je suis né. Donc, heureux d'être là. Je suis un Gaspésien pur laine et insoumis comme des Bretons, mais on aime tout le monde. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Heureux d'être avec vous. De retrouver Amandine et le groupe de Jacques Cartier. J'étais avec vous plusieurs années. Depuis 5-6 ans, je côtoie votre écosystème. Donc, très content d'être là. Prochaine diapositive. Donc, tout le propos qui est ici jusqu'à maintenant, on parle de production d'énergie, production d'électricité, production d'hydrogène. Nous, on parle de notre côté de consommation. Donc, l'approche qu'on prend chez H2X Écosystème, on est des intégrateurs industriels et notre pensée, elle est de dire comment assembler des technologies
qui vont avoir un impact positif sur l'humain, sur la société, sur l'environnement, sur la santé et en dernier lieu sur l'économie et en dernier lieu sur les profits des entreprises. Donc, toute notre approche est pensée pas par une approche de produire de l'hydrogène, mais de dire comment on adresse des enjeux socio-économiques des personnes âgées, les étudiants, les travailleurs, des mamans qui ont leurs enfants en transport en commun, en transport passager, comment les camionneurs se déplacent. Nous, on a une approche de dire quelle est la perspective des enjeux socio-économiques de la communauté dans les territoires de ruralité, de périurbanité et même d'urbanité. Donc, nous, notre approche, elle est vraiment de dire, avant de construire des électrolyseurs, avant de construire n'importe quel équipement, quelle est la valeur énergétique de consommation de tout ce qui se passe en transport, en mobilité autant douce qu'en mobilité durable, de transport lourd, autant de transport léger. Et notre approche, elle est vraiment de dire comment on va régler des problèmes qui vont améliorer la qualité de vie des intervenants. Donc, quand va arriver le moment de regarder tout ça, on va regarder l'écosystème territorial, comme ici en Gaspésie, ou dans le village où je suis, on est 1000 habitants. La Gaspésie, on est 90 000. On est 300 000 Gaspésiens en dehors de la Gaspésie. Et la Gaspésie, c'est grand comme la Belgique. Il y a 11 millions de personnes. Et comment faire en sorte de valoriser localement ici l'hydrogène qui a une valeur qui va être produite ici et consommée ici à 1000 km de Montréal. Donc, les principes d'économie symbiotique, d'économie circulaire chez Jérémy Rifkin sont au centre de notre approche. La collaboration où l'hydrogène, on ne la voit pas comme un gaz, on la voit comme une perspective économique où l'hydrogène, on le voit comme un hydrogène as a service. Comment l'hydrogène permet de faire des services pour les citoyens. Donc, approche économie circulaire collaborative, les objectifs des Nations Unies en 2015, c'est central dans notre démarche. Et les éléments de tout ce qui est les normes là, au niveau de la territorialité, que ce soit avec le programme Cœur de Ville que Macron a lancé il y a quelques années, comment les ruralités de France, comment les ruralités du Canada, du Québec ont les mêmes moyens et les mêmes droits que Paris, que Lyon, que Montréal, que Québec, que Bordeaux. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, pour arriver à faire cette vision-là, on a nos propres équipements que nous avons intégrés avec les meilleures technologies au monde. On a un électrolyseur de 200 kW, 500 kW plutôt, désolé. Donc, on a notre propre électrolyseur à nous qui traite la perspective de l'hydrogène autant au niveau des eaux propres que des eaux usées. On va valoriser autant l'eau comme la microbrasserie du Frontibus ici, où à chaque brassin de bière, on jette 700 litres d'eau chaude à 70 degrés. Comment, au lieu de l'acheter, on se sert de l'eau chaude pour chauffer le bâtiment et qu'on électrolyse l'eau qui est à la microbrasserie ici dans le village avec les éoliennes qui sont en face de nous, dont je vais vous parler tantôt, celle de Energica, qui est le centre d'excellence du Québec en énergie renouvelable. Donc, quand on électrolyse l'eau, on valorise également l'oxygène en même temps. Donc, que ce soit l'eau propre ou l'eau usée, on regarde comment les eaux rejetées, propres ou usées, on peut les valoriser localement pour produire autant de l'hydrogène que de l'oxygène, qui vont servir au milieu médical, qui vont servir à l'agroalimentaire, transformation de cochons, de bœuf, de poulet, tout ce qui est des usines de traitement des eaux. Donc, on regarde à comment électrolyser l'eau et créer de la valeur locale avec les déchets d'eau. Donc, c'est pas une approche encore là top-down énergétique, c'est une approche bottom-up. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. On a également notre génératrice qu'on a développée avec Enedis. On est certifié SmartPort, port intelligent, désolé d'anglicisme, avec le port du Havre. On est également avec aussi la principauté de Monaco. On a été récipiendaire de prix au niveau des marinas. Et nos génératrices vont être utilisées à la prochaine course des gazelles dans le désert en mars prochain. Donc, 350 kW, elle sert pour les travaux sur le réseau d'EDF et Enedis. Elle sert également à l'alimentation des quais au niveau des ports, autant industriels à la Marseille-Fosse, à la Trois-Rivières, à la Bécancour en eau profonde, qu'aux ports régionaux, comme celui que j'ai ici, le port de pêche, ici, où j'ai 74 bateaux de pêche qui valent 400 millions de dollars. Donc, notre génératrice sert autant aux grands et petits ports régionaux, à l'événementiel, au festival, pour remplacer les génératrices au diesel. Tout ce qui est zone sinistrée, tout ce qui est militaire, tout ce qui est l'effacement de réseau, notre génératrice de cette puissance-là, semble-t-il, pour l'instant, est la plus puissante d'Europe en ce moment. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, tout ça est conçu en Bretagne et déployé en Amérique du Nord, à 1000 km de Montréal, par le village de Rivière-Nord, où on a 1000 habitants ici. Mais ici, on a également Energica. OK. Stéphane, je pense que ça a gelé. Ça a gelé? Oui.
Non, mais il nous reste 2 minutes, s'il vous plaît. Ouais. Donc, allons-y. Donc, le véhicule qui est ici, c'est un véhicule léger. De notre conception, on fait 500 km avec 700 grammes. Donc, transport lourd, oui, transport léger en mode autopartage. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. La perspective de la valorisation de l'hydrogène, mais c'est par l'énergie renouvelable qu'on le fait. Ici, dans le village, nous avons Nergica qui est ici avec 50 chercheurs. On a Len Power avec des pales autodégivrantes qui fonctionnent avec des tempêtes de neige en 24 heures de 50 cm, des vents 110 km/h. Quand les technologies hydrogène fonctionnent ici à 8 km de Montréal, elles fonctionnent partout. On est dans des conditions extrêmes. On a tout proche une valorisation de l'hydrogène à travers les enjeux socio-économiques que je parlais tantôt, et des flottes de voitures, des flottes de camions. On va valoriser ça sur le territoire en popularité. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Et le concept fondamental aussi, c'est que quand on dit qu'on produit localement et qu'on consomme localement, c'est qu'on crée une société de territoire qui va appartenir aux citoyens, qui va appartenir aux industriels et qui va appartenir à la communauté. Ici, en Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, on a un parc éolien de 300 MW qui appartient à EDF et Énergie renouvelable. On a pas loin la cimenterie mécaniste où on a des enjeux également de captation de carbone. On a le port de Belle-Dune tout proche, qui est un port vert fédéral où là, on a une centrale au charbon qu'on va revaloriser. Donc, on a dans l'écosystème de la Gaspésie, de Rimouski à Gaspé au Nouveau-Brunswick, on a un écosystème de 900 km le long de la mer où on parle pas juste d'économie d'hydrogène qu'il faut valoriser, mais on parle de la valorisation de l'hydrogène dans les principes d'économie bleue, donc dans la zone d'innovation de Rimouski en économie bleue qui s'en vient, également dans les perspectives de zone d'innovation en économie verte qui va être celle de l'Assomption dans le comté du premier ministre du Québec. Donc, notre approche, c'est une approche qu'on appelle le plan de glace. Le glace en breton, ça veut dire le vert, le bleu en même temps. Et avec nos Gaspésiens, nos Acadiens, nos Bretons qui sont installés au Québec, on parle d'une stratégie qui dit on va faire de l'hydrogène vert de la mer à la terre à la bière pour le bien de nos communautés, pour le bien de nos familles, de nos enfants et de nos anciens. Et donc, voilà, on produit l'hydrogène localement et la valeur reste sur le territoire et la prospérité demeure sur le territoire sans aller à l'étranger. Voilà. J'aime bien cette approche. On va aller déguster la bière chez vous bientôt. Donc, la Frontibus, c'est la meilleure au Québec et au Canada. D'accord. Elle est ici à côté. Ce qui était intéressant, et je laisserai la parole à Laetitia, c'est de voir que finalement, on s'oriente au fond. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est l'utilisateur, le client, quel est son cahier des charges, quels sont les besoins, quelle est la qualité de vie qu'on aura autour de ça. Et à partir de là, on travaille sur les technologies, la recherche et on a des zones d'expérimentation des deux côtés. On écoute le citoyen en premier lieu. On n'écoute pas les compagnies, on écoute le citoyen en premier lieu. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'autour du fleuve, que ce soit le Rhône, ou la Saône, il y a des points communs qui sont passionnants. Je laisse la parole à Laetitia et je vous remercie déjà tous de vos interventions et on va échanger maintenant. Merci beaucoup Nathalie, merci Stéphane. Du coup, de toutes ces présentations que vous nous avez faites aujourd'hui, il est évident qu'on a des synergies possibles. Et voilà, j'aimerais un petit peu avoir vos opinions sur ce que vous avez pu entendre, que ce soit sur la vallée de la chimie, sur la future zone d'innovation de Bécancour, sur le projet Hipster aussi. Est-ce que voilà, quelles sont les synergies, les partenariats qu'on pourrait trouver entre nos deux régions sur l'hydrogène? Est-ce que c'est voilà, des expertises complémentaires que vous pourriez aller chercher, que nous pourrions aller chercher au Canada ou que vous pourriez venir chercher en France? Voilà, sur quelle thématique on pourrait collaborer ensemble? Quelles sont les synergies qu'on pourrait trouver? Je laisse la parole. À Bruno, peut-être qu'on a coupé. À Bruno, oui. Il y a effectivement ce regard à Bruno qui, du coup, connaît bien la France et le Québec. Donc, effectivement, ça pourrait être une bonne introduction. Vous m'entendez bien? Oui. Je suis désolé, en fait, je suis à l'université et malheureusement, le réseau ne marche pas très bien. Donc, oui, alors donc, moi, je vois une collaboration dans tout ce qui est dans la chaîne de valeur des électrolyseurs. Donc, vous m'entendez là? Oui. J'appuie parce que Bruno, je pense que la zone de Bécancour est un endroit formidable pour avoir un laboratoire vivant puis un centre d'expérimentation.
Tout à fait, absolument. Et puis aussi, il y a quelque chose aussi que Marie, toi, tu avais mentionné tout à l'heure. On a des métaux stratégiques ici. D'accord? Et ces métaux stratégiques font partie vraiment de quelques technologies d'électrolyseurs. Donc, je pense que là, c'est vraiment un atout très important. Donc, on pourrait vraiment avoir cette chaîne de production de matériaux, enfin, extraction de minerais, production des conversions, si vous voulez, des matériaux, et puis, bien sûr, construction des électrolyseurs ici. Et donc, je pense que ce qu'on a besoin, c'est ça, en fait. Moi, je ne cesse de pousser pour vraiment avoir une société française qui puisse vraiment s'installer et nous donner un coup de main, vraiment à vraiment à donner de la valeur à cette, non seulement à ces métaux stratégiques, mais aussi à former nos étudiants, etc. Donc, je Mais crois que on parle aussi d'augmenter l'échelle, baisser les coûts, tout à fait, être capable de tout à baisser fait, avec les matériaux tout à fait. stratégiques les coûts. Si on était capable de travailler ensemble pour optimiser la technologie d'électrolyse, ça serait Tout à fait. fantastique pour avoir un centre de savoir. Et après Tout aussi, à on fait. se réconcilie avec Stéphane, où on a une approche de hub après, où on est capable d'avoir des carrefours intermodaux. C'est l'idée régionale après, où la production exactement après ça. est locale. Et on est capable d'avoir quelque chose qui est compétitif au niveau des coûts, qui sert les citoyens Tout à fait, et qui a plusieurs utilisations. tout à fait. Exact. Et permettez-moi peut-être de mentionner, Bruno, ça a coupé tout à l'heure. Je crois sincèrement, quand on a eu des échanges, toi et moi, hier, on a essayé de regarder combien d'électrolyseurs du type PEM 20 MW qui est installé à Bécancour chez Air Liquide au moment où on se parle, selon les besoins du Québec dans les prochaines années, ça nous en prendrait combien? Puis Bruno, je te laisse peut-être la parole. Parce Ah que oui, en fait, j'ai fait quelques calculs. En fait, il nous faudrait en fait au minimum 200 types d'usines d'électricité, de Bécancour, quoi. C'est vraiment, ça fait quand même à 20 mégawatts, donc ça fait quand même beaucoup. Donc on est très très loin de ça. Donc ça nous ferait à peu près 500 000 tonnes d'hydrogène et des poussières. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on peut vraiment se pencher. Minimum. Et puis Minimum, ça c'est en 2025 à 30. Absolument, tout à fait. Et puis, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, Marie, tu as tout à fait raison. Couper à On nouveau. a perdu. Trois-Rivières est perdu. Définitivement, on n'a pas de chance. Je vois que Stéphane, on peut peut-être laisser la parole à Stéphane. Je vois qu'il lève la main en attendant que Bruno se reconnecte. Mais moi, le discours que j'ai, c'est pas un discours de confrontation, c'est un discours de rassemblement. Je vois pas en confrontation les biocarburants avec les énergies renouvelables. Il faut arriver que notre économie, on puisse transiter également sur le plan écologique et le plan économique. Donc, la zone de Svetlana, ce qu'on parle jusqu'à maintenant, la perspective du quartier qui est là, dans la chimie, les alumineries, il y a beaucoup d'affinités avec GRT Gaz, avec NG et Total, et il faut que ça soit comme ça pour les biocarburants qui servent au transport lourd, l'éthanol, les méthanol et tout ça. Mais au nord de Trois-Rivières, l'autoroute, la 55, on appelle ça le corridor vert. Au nord de Trois-Rivières de Shawinigan, tu as le centre d'excellence des directs qui est là. Et sur le Saint-Maurice, on a 11 barrages hydroélectriques. Et quand vous tapez Google, tapez en haut, il y a le réservoir Gouin. Donc, toute la perspective nord de Shawinigan et le QTR sont liés à Grenoble, sont liés à Chambéry, à l'Université de Mont-Blanc. Donc, la perspective de votre territoire, moi, je connais pas mal votre région, là, à cause des entretiens Jacques-Cartier. Il y a une finalité où les gens de Grenoble, ils ont généré, Bruno qui est là, les gens de Grenoble ont généré Karim Zaghib, qui est derrière la stratégie d'1,2 milliard de lithium. Donc, nous, on a du lithium, on a de l'aluminium, mais la zone de la Mauricie, avec le centre du Québec et l'Estrie avec Vincent Aimé en nanotechnologie, puis son laboratoire LN2, il y a un écosystème du corridor vert où on peut adresser autant l'économie par l'énergie renouvelable que l'hydrogène par les biocarburants. Donc, un écosystème magnifique en Amérique du Nord. Le pli Québec jusqu'à Gaspé, on parle de hub régional. On a Energica qui est à côté de moi, les éoliennes que j'ai derrière. Moi, je le pars devant moi. On va faire des bateaux hydrogène, des hauts-mardiers hydrogène électriques ici, avec ceux qu'on fait en Bretagne en ce moment. On est là-dessus en ce moment. Et derrière moi, j'ai mes 2 éoliennes TES Energica, que vous travaillez avec à Coprev au niveau des îles de la Madeleine, et vous travaillez également avec Mégantic, avec Fabienne Joly à l'époque, le microgrid de 10 millions. Puis derrière le plan économique de la ville de Mégantic avant que vous arriviez là-bas. Donc, les éoliennes derrière, ce que je veux vous dire,
c'est qu'ici, en Gaspésie, c'est pas vrai qu'en ruralité, on peut pas faire l'innovation. Et il y a un écosystème québécois qui est majeur pour pouvoir rattacher votre région par Lyon et Grenoble est fondamental, et Chambéry également, et Turin aussi que vous avez, pour lier le Québec et votre région. Je crois qu'en France, on va regarder bien la géographie parce que là, on parle de Haut-Mardier. Donc, bref, je crois qu'il y a Marie. Marie a des questions. En fait, c'est simplement, puis je vais laisser peut-être la finale avec nos amis français, mais pour moi, on a parlé de recherche et développement. Il y a une grande, belle opportunité de développer des électrolyseurs, de les optimiser dans le territoire québécois. Si vous voulez amener du savoir-faire, des entreprises, ça serait extraordinaire. On serait capable de construire des piles à hydrogène et des électrolyseurs au Québec, puis fournir l'Amérique, puis s'entraider à améliorer la compétitivité de ça. Ensuite, il y a tout le côté que Stéphane vient de parler, de l'optimisation entre la Bretagne et les maritimes, et tout le côté des provinces de l'Est pour le Canada et de la Bretagne. Il y a le service aux communautés, faire le switch. La troisième aide que je vois, c'est l'expérience que vous avez, Michelin, entre l'Auvergne et Rhône-Alpes, la création des corridors que vous avez fait pour nous aider à bâtir des hubs, des carrefours d'interutilisation. C'est une autre pensée, c'est un autre mindset. Vous nous avez fait des présentations fantastiques. On doit améliorer cette collaboration. Est-ce qu'on pourrait dire que le corridor pourrait être Bécancour-Varennes, par exemple, dans un premier temps, et faire des jumelages peut-être entre Lyon et Grenoble et Clermont-Ferrand? Oui, ben, je pense qu'il y a pas mal de potentiel, en tout cas, de collaboration, c'est certain. Côté français, est-ce que quelqu'un veut réagir? Anil, Caroline, Laetitia? Côté Vallée de la Chimie, en tout cas, ce que je retiens notamment à travers de la présentation de Svetlana, c'est que finalement des projets comme celui de Jupiter 1000 servent finalement finalement les retours d'expérience sont vraiment très très utiles. Et moi, au regard de la présentation faite de Svetlana, à la fois sur le territoire, sa typologie, un peu les projets, un peu même la gouvernance, moi je serais intéressée à discuter, à partager un peu l'animation en fait territoriale, la gouvernance, comment est-ce que finalement on arrive à fédérer ces écosystèmes. Voilà, ça m'intéresserait beaucoup autour aussi de la gestion. Voilà. Après, il y a plusieurs choses dont on a parlé. Il y a effectivement l'usage local, production, distribution, avec finalement l'acceptation aussi des riverains. Donc tout ce que porte H2X, c'est très intéressant aussi parce que nous on constate aussi on a un peu un clivage entre les sachants et le monde du privé qui connaît la filière hydrogène et puis les communes qui sont déjà un petit peu avec du retard finalement sur cette filière, sur ces enjeux, sur l'émergence de cette filière, en tout cas à l'échelle de la chimie, j'entends, voilà, il y a un peu un clivage, donc bien aussi communiquer auprès de la population, d'expliquer l'intérêt de produire en local ces énergies renouvelables. On a mentionné tout à l'heure le rôle de mentionner GRT. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que GRT reste pour moi un acteur aussi incontournable et j'aimerais aussi échanger avec vous sur c'est quoi votre vision long terme sur l'hydrogène, parce qu'on parle de hub d'hydrogène, mais le hub d'hydrogène, il ne se fera pas avec que des électrolyseurs. Il y a bien aussi l'idée ensuite de construire des hydrogénoducs, mais encore une fois, il y a tout le modèle économique et de gouvernance derrière qui n'est pas très, très clair. Et voilà, donc en tout cas, il y a, je pense, des similitudes. Et voilà, moi, j'ai beaucoup apprécié vos présentations, et notamment celle de Bécancour, parce que voilà, je retrouve un peu des points communs avec la Vallée de la Chimie sur la configuration. Anil, peut-être Oui, je rebondirai sur ce que Madame Prieur vient de nous dire, et puis c'est aussi quelque chose auquel je pensais en écoutant les présentations de nos interlocuteurs québécois, c'est que vous êtes sur des infrastructures, en tout cas sur des sites de production d'hydrogène de très grande taille. Aujourd'hui en France, on a des projets en phase de réflexion, de maturation qui sont aussi de très grande taille, mais en fonctionnement, on n'a aucun électrolyseur similaire à ce qui est déjà en exploitation à Bécancour. Donc déjà, avoir un retour d'expérience de ces sites de production
voir un peu comment est-ce qu'il fonctionne, sur quel rythme de production pour optimiser les coûts de sourcing en électricité, puisque l'électricité représente 70% des coûts d'exploitation. Et puis, on a aussi évoqué un peu plus tôt la problématique de raccordement électrique de telles infrastructures, voir un peu comment est-ce que nos réseaux sont capables d'absorber de telles demandes et éviter que ça ait des effets pervers. Si on regarde l'ensemble du réseau électrique français, et vous avez sûrement la même problématique chez vous, même si je comprends que vous avez la chance d'avoir un contenu carbone très faible grâce à l'hydroélectricité, il ne faut pas que demain, la production massive d'hydrogène entraîne l'importation d'électricité produite en Allemagne à partir de charbon ou je ne sais quelle autre source d'électricité. Donc, c'est bien de faire de l'hydrogène décarboné, mais attention à l'impact sur notre système électrique dans son ensemble. Donc, ça, c'est le premier point que je voulais soulever. Et puis après, pour rebondir sur ce que Mme Prieur disait, nous, chez Storengy, ce qu'on essaye de faire, c'est voir dans quelle mesure le stockage d'hydrogène peut venir contribuer au développement de la filière, apporter de la flexibilité aux producteurs et aux consommateurs. Et donc, demain, on aura la nécessité d'avoir des hydrogénoducs et des sites de stockage pour avoir vraiment un maillage du territoire et permettre de produire l'hydrogène au meilleur prix, au meilleur endroit. Et je crois que c'est quelqu'un, je ne sais plus lequel d'entre nous évoquait ce sujet, mais éviter d'avoir chez chaque consommateur un site de production et finalement avoir des optimisations qui ne sont pas, avoir des coûts qui ne sont pas optimums, plutôt essayer de massifier les usages, avoir quelques sites de production à l'endroit le plus pertinent et puis ensuite laisser la place aux hydrogénoducs pour alimenter les consommateurs. Bien, merci à tous. Un grand merci encore pour ces échanges. Et je suis sûre qu'il y aura de belles collaborations à venir. Je ne sais pas s'il y a des questions au niveau du chat. Il reste une petite minute si le public a une question. Sinon, eh bien, écoutez, nous allons clôturer ce webinaire. Donc, comme Nathalie l'a évoqué en début de webinaire, il y aura un second trait d'union sur la thématique hydrogène. Voilà, sur probablement la partie compétences, parce que vous l'avez notamment évoqué durant ce trait d'union, c'est aussi un besoin, cette compétence, cette expertise en hydrogène est nécessaire pour justement le développement, le déploiement de la filière. Donc, probablement que ce sera la prochaine thématique. Voilà, un grand merci aussi à nos intervenants. C'était un plaisir d'échanger avec tous. Et bien, voilà, je laisse le mot de la fin à Nathalie. Oui, merci à vous tous. Je crois qu'il y avait il y a des questions qui ont été répondues dans le chat et il y en avait une sur la partie analyse, contrôle dans la filière hydrogène. Je pense qu'on reviendra peut-être au prochain. Et puis, tout ce qui est aussi utilisation, pipeline, véhicules de toutes sortes, je crois que ça aussi, on pourrait aborder à ce moment-là dans la prochaine partie. C'était passionnant. En tout cas, moi, je vous remercie et je remercie au public aussi. Et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année.